Le 15 juin 1988, j'ai prononcé un discours devant le Parlement européen à Strasbourg en mentionnant entre autres ces points supplémentaires. L'ensemble du Tibet qu'on appelle Cholkasum devrait devenir une entité politique démocratique autogouvernée fondée sur le droit, en accord avec le peuple pour le bien commun et la protection du peuple et de son environnement, en association avec la République populaire de Chine. Le gouvernement de la République populaire de Chine pourrait demeurer responsable de la politique étrangère du Tibet. Le gouvernement du Tibet devrait néanmoins développer et maintenir des relations à travers son bureau des affaires étrangères en matière de commerce, d'éducation, de culture, de religion, de tourisme, de sciences, de sport et d'autres domaines apolitiques. Le Tibet devrait intégrer les organisations internationales concernées par ces activités. Le gouvernement du Tibet devrait être fondé sur une constitution ou loi fondamentale. La loi fondamentale devrait prévoir un système de gouvernement démocratique, lequel se verrait confier la tâche d'assurer l'égalité économique, la justice sociale et la protection de l'environnement. Cela signifie que le gouvernement du Tibet aura le droit de décider en toute manière concernant le Tibet et les Tibétains. Nous déclarions explicitement que nous ne cherchions pas à obtenir l'indépendance, nous exprimions notre volonté de demeurer partie intégrante de la République populaire de Chine, mais seulement avec la garantie d'une réelle autonomie. Cette approche, que j'ai appelée par la suite l'approche de la voie médiane, est à moyen terme entre l'indépendance et la réalité du moment qui menace la survie du peuple tibétain et de sa culture. En essence, j'ai proposé aux dirigeants chinois la chose suivante. Comme depuis l'invasion de 1950 et la signature de l'accord en 17 points, la Chine communiste a choisi de forcer le Tibet à s'unir à la République populaire de Chine. Travaillons ensemble, avec sincérité et détermination des deux côtés, pour rendre cette union vraiment viable. J'essayais de trouver un terrain d'entente pour que les Tibétains puissent se sentir vraiment chez eux, dans la famille de la République populaire de Chine. Je ne tentais pas de faire tourner à l'envers l'horloge de l'histoire. Je regardais vers l'avenir en m'appuyant sur une prise de conscience pragmatique de la réalité du moment dans un Tibet occupé de force par la Chine. En même temps, je prenais sérieusement en compte les préoccupations principales de Pékin, en l'espèce l'intégrité territoriale et la stabilité. Ma proposition visait à un bénéfice mutuel et à la recherche d'une solution acceptable par les deux parties. Malheureusement, Pékin a choisi de ne pas considérer la signification historique de ce que nous proposions. Je ne pense pas que ce soit dû à une incapacité de leur part à le comprendre. Mon sentiment, c'est que les dirigeants chinois n'avaient tout simplement pas la volonté politique de s'attaquer sérieusement au problème du Tibet. Je demeure convaincu que si les dirigeants chinois faisaient preuve de volonté et d'une vision politique, il ne serait pas si difficile pour la Chine de satisfaire les besoins des Tibétains. J'admets que lorsque j'ai présenté la proposition de Strasbourg, pour la première fois, beaucoup de Tibétains, à la fois au Tibet et en exil, ont été désappointés par la position modérée qu'elle adopte. Mais j'ai insisté sur le fait que les idées présentées dans mon discours à Strasbourg étaient le moyen le plus réaliste pour rétablir l'identité distincte du Tibet et restaurer les droits fondamentaux du peuple tibétain, tout en tenant compte des intérêts de la Chine. J'ai aussi affirmé que je ne souhaitais prendre aucune part active dans le futur gouvernement du Tibet, mais que je continuerais de travailler autant que nécessaire au bien-être et au bonheur du peuple tibétain. En fait, le noyau des idées présentées dans la proposition de Strasbourg avait déjà été communiqué aux dirigeants chinois par l'intermédiaire de ma délégation exploratoire lorsque ses membres avaient rencontré leurs homologues chinois. À Strasbourg, nous portions ces idées devant une attention internationale plus large. Après ce discours, je suis allée en Suisse où j'ai rencontré une grande assemblée de Tibétains avec qui j'ai pu partager mes réflexions. Je savais que la posture modérée mise en avant par la proposition de Strasbourg impliquait qu'on cesse de plaider en faveur d'une indépendance totale et que cela allait attrister de nombreux Tibétains. J'ai souligné devant cette assemblée de mes compatriotes
que l'essence de ce à quoi nous aspirions, la capacité à protéger notre langue, notre culture, notre religion et notre identité en tant que peuple pouvait être accomplie dans le cadre de la République populaire de Chine. J'ai aussi fait remarquer que, étant donné que le Tibet était un pays sans accès à la mer du point de vue du développement économique, nous les Tibétains pourrions même sortir gagnants d'un tel accord. Et j'ai affirmé qu'en fin de compte, c'était au peuple tibétain de décider de son destin. J'ai beau comprendre l'attachement émotionnel des gens pour les idées de souveraineté et d'indépendance. Personnellement, j'ai toujours été pragmatique. Je suis un grand admirateur des idéaux qui sous-entendent l'Union européenne. Aujourd'hui, des nations comme la France et l'Allemagne, qui se considéraient traditionnellement comme ennemies, se sont rejointes et ont cédé une partie de leur souveraineté chérie à un corps collectif européen, de telle sorte que les citoyens de chacun de ces pays ont de plus grandes chances de prospérer. De point de vue historique, c'est un fait que parfois, en raison des conditions géopolitiques des nations auparavant indépendantes, s'unissent pour constituer une entité composite. Cependant, dans d'autres cas, une fois encore, en raison de l'évolution des situations politiques, certaines nations parviennent presque à obtenir leur liberté, comme le Timor oriental. Pour moi, le plus important est la présence d'une structure adéquate et d'un cadre qui garantisse la survie et la prospérité d'un peuple avec sa langue, sa culture et son identité unique. Juste après mon intervention à Strasbourg, non seulement certains Tibétains étaient déçus, mais des critiques sévères se sont aussi élevées. Par exemple, mon frère le plus âgé, Taktse Rinpoché, a envoyé une lettre aux Tibétains les plus éminents de la diaspora en critiquant la décision d'abandonner l'exigence de l'indépendance au Tibet. Les plus éminents de la diaspora en critiquant la décision d'abandonner l'exigence de l'indépendance du Tibet. Il est allé jusqu'à qualifier notre proposition de trahison. Dans le même temps, la réaction de figures clés tibétaines, tant au Tibet qu'en Chine, était encourageante. Pour reprendre les mots de Phuntsok Wangyal, le communiste tibétain qui était mon traducteur officiel pendant mon séjour à Pékin en 1954-1955, dans le contexte historique actuel, la voie médiane du Dalai Lama consistant à simplement chercher une autonomie significative pour le Tibet plutôt que l'indépendance, est l'expression de la grande responsabilité qu'il endosse en réfléchissant avec sérieux aux problèmes fondamentaux. De même, un autre universitaire éminent résidant au Tibet a déclaré que parce que l'approche de la voie médiane était bénéfique aussi bien au Tibet qu'aux Chinois, c'était la seule approche applicable susceptible de résoudre une fois pour toutes le problème du Tibet. Permettez-moi de marquer une pause pour aborder une question importante. Les autorités chinoises me critiquent parce que j'aurais autorisé les Tibétains au Tibet, comme à l'extérieur, à parler de l'indépendance du Tibet. Cette critique repose sur l'étrange idée, d'une manière ou d'une autre, j'ai ou je devrais avoir le pouvoir d'empêcher n'importe quel Tibétain de mentionner les mots indépendance du Tibet. Qu'un régime autoritaire interdise la liberté d'expression et fasse usage de la force quand il estime que quelqu'un a violé cette interdiction est une chose, mais c'en est une autre, dans une société libre et ouverte, comme celle de la communauté tibétaine en exil. La liberté d'expression est l'une des caractéristiques qui définissent le système démocratique. J'ai beau ne pas être d'accord avec les Tibétains qui arguent que plaider en faveur de l'indépendance est le meilleur moyen de faire avancer notre combat pour la liberté, j'ai le plus grand respect pour eux. La mission du Congrès de la jeunesse tibétaine, par exemple, consiste entre autres à lutter pour l'indépendance totale du Tibet. Mon propre objectif, néanmoins, était de m'assurer que la direction officielle du mouvement tibétain et la majorité des Tibétains vivant dans le monde libre soient convaincus de la pertinence de l'approche de la voie médiane et cherchent une véritable autonomie, plutôt qu'à se séparer de la République populaire de Chine. Malgré mon discours explicite et public annonçant que nous ne cherchions pas l'indépendance le 23 septembre 1988, l'ambassade chinoise à New Delhi a publié une réponse officielle
déclarant que la nouvelle proposition avancée par le Dalai Lama à Strasbourg ne peut être considérée comme une base de discussion avec le gouvernement central parce qu'elle ne renonce pas du tout au concept de l'indépendance du Tibet. Toujours est-il que Pékin a quand même accepté notre suggestion d'engager une série de discussions à Genève en janvier 1989. Mais en fin de compte, les officiels chinois ont trouvé plusieurs prétextes pour ne jamais les commencer. L'une des raisons, semblait-il, était l'irritation qu'ils avançaient ressentie quand nous avions annoncé la composition de notre équipe et le lieu de discussion.